Mark Fu est mort? Non. Je viens de le sortir de l'eau. C'est horrible. Non, il était là, je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas. J'étais juste à côté de lui. Par une journée de décembre, au ciel couvert à Half Moon Bay, en Californie, une brume inquiétante enveloppait les rochers noirs menaçants qui émergeaient de l'océan gris ardoise en furie. Le vent hurlait en fouettant les crêtes blanches en une véritable frénésie. Mark Fu émergea de la brume, juché sur sa planche de surf, dérivant vers un mur d'eau sans fin qui se précipitait vers la côte. La vague commença à déferler, montant de plus en plus haut, comme si elle voulait lécher le ciel. Mark se retourna et se mit à pagayer furieusement, se positionnant pour attraper la bête liquide. Il se redressa d'un bond juste au moment où la vague commença à se refermer sur lui, s'enroulant en un tunnel caverneux. Mark ne savait pas, mais alors qu'il poursuivait cette vague vers des hauteurs incommensurables, qu'aujourd'hui serait son dernier jour. J'ai généralement peur du vide et j'ai généralement peur de la vitesse. Je n'aime pas les montagnes russes et j'ai peur à cheval, vous savez. Mais il n'y a aucune vague que j'ai jamais rencontrée qui m'ait autant effrayé à l'idée d'y aller. Mark Fu, 10 ans, a quitté Singapour avec sa famille pour Hawaï, où il a appris à nager et découvert sa passion durable pour le surf. Le week-end, son père Charlie conduisait Mark et ses frères et sœurs le long de la côte jusqu'à la rive sud d'Oahu. Ils passèrent la journée à s'amuser dans les eaux chaudes et bleu-vert, à chevaucher les vagues douces jusqu'au sable étincelant. Lors de ces week-ends heureux de son enfance, Mark est devenu complètement fasciné par la mer. Après seulement 2 courtes années passées au paradis, la famille Fu a déménagé dans la jungle de béton glacial de Washington, D.C. Mark était dévasté, arraché à son sanctuaire tropical. Fini les jours insouciants avec le soleil sur le dos et l'eau sur la peau. À Washington, D.C., il ressentait l'appel constant de l'océan, une invitation incessante des vagues qu'il rêvait de chevaucher. À 14 ans, désespéré de répondre à l'appel envoûtant de la mer, Mark s'est enfui en Floride. Durant quelques semaines glorieuses, il a retrouvé la liberté, surfant au soleil le long de la côte, jusqu'à ce que ses parents inquiets le retrouvent. Ils ne comprenaient pas son attirance magnétique pour l'océan, mais ont fini par céder, et sont retournés à Hawaï avec toute la famille quand Mark avait 16 ans. Mark a repris vie en revenant chez lui, à Hawaï. Il semblait rayonner d'une lueur alimentée par le soleil de l'île. Devenu un nageur solide et un surfeur accompli, Mark passait chaque moment libre à s'entraîner et à mettre son talent à l'épreuve sur cet océan qui lui avait tant manqué. Après avoir obtenu son diplôme du Roosevelt High School avec un an d'avance, en sautant la cérémonie pour aller surfer, Mark a commencé à participer au International Professional Surfers World Tour en 1977 à seulement 19 ans. Bien qu'il ait montré du potentiel, il n'a jamais obtenu un classement supérieur à la 66e place mondiale pendant ses années de compétition. Les critères de notation et les juges n'ont pas su saisir le talent inné et la passion de Mark. Son style créatif et révolutionnaire n'était pas apprécié dans le cadre rigide de la compétition. Au début des années 80, Mark a quitté la compétition, insatisfait de cette voie. Il voulait repousser les limites et surfer, non pour les notes, mais pour le frisson de défier la puissance de l'océan. Mark avait toujours été attiré par les grosses vagues, se sentant le plus vivant lorsqu'il opposait son corps aux immenses murs d'eau. Maintenant, libéré des contraintes de la compétition, il suivait sa vocation. Mark s'est installé sur la côte nord d'Oahu, l'épicentre du surf de grosses vagues. Cela s'est avéré être le terrain idéal pour sa technique audacieuse et fluide. Mark attaquait la célèbre vague de Waimea Bay avec grâce et maîtrise. Il traçait des virages radicaux de haut en bas sur la face des énormes vagues, alliant athlétisme et art. L'ancienne garde a remarqué ce jeune prodige audacieux qui se montrait à la hauteur sur leur spot. Mark gagnait patiemment leur respect. En 1983, Hawaï a été frappé par des houles hivernales exceptionnelles, attirant des foules venues admirer ces vagues surnaturelles. Mark a vu là une occasion de marquer l'histoire. Le 18 janvier, il est allé à l'eau à Waimea et a tenté de surfer un monstre de plus de 18 mètres de taille, à battre un record du livre Guinness des records. Mark a dévalé la face du monstre déchaîné, mais sa planche de surf s'est brisée sous l'immense pression. Mark a été ballotté comme une poupée de chiffon dans le tourbillon du tube de la vague. L'eau écrasante lui a arraché tout l'air de ses poumons dans un déluge implacable. Alors que la vision de Mark s'estompait et que le bruit diminuait, son corps a été hissé hors de la mer par un hélicoptère de secours. Même si Mark n'a pas vaincu la vague mythique ce jour-là, son courage est devenu légendaire. Avoir survécu à une chute aussi catastrophique provoquée par un géant furieux a définitivement établi sa réputation de légende du surf. Mark a parfaitement exprimé sa philosophie de vie après son expérience de mort imminente. Si tu veux la sensation ultime, tu dois être prêt à en payer le prix ultime.
Ce serait une façon glamour de partir, je veux dire, c'est une excellente façon de partir. C'est comme ça que j'aimerais partir. Ces mots furent prophétiques. Le charisme et le style photogénique de Mark ont aussi nourri sa renommée. Sujet favori des photographes de surf, il a figuré sur plus de couvertures que certains champions du monde. Mark comprenait le pouvoir des médias. Enfant, alors que sa famille vivait loin de la mer, magazines et films de surf étaient sa bouée de sauvetage, lui permettant de rester lié au sport qu'il aimait. Maintenant, il utilisait cette influence pour réaliser son rêve. Payé par des sponsors simplement pour surfer, Mark poursuivait les houles à travers le monde. Hawaï, Californie, Indonésie, Afrique du Sud, Pérou. Partout où des rumeurs de vagues gigantesques circulaient, on pouvait parier que Mark ne tarderait pas à suivre. Au début des années 90, Mark était reconnu comme un des meilleurs surfeurs de grosses vagues au monde. Mais même Mark ne connaissait pas encore la vague qui allait faire sa renommée, Mavericks, situé dans l'improbable mecque du surf du nord de la Californie. Mavericks était un secret bien gardé pendant des décennies. Ce promontoire rocheux isolé n'était accessible qu'après une randonnée périlleuse. Les vagues étaient aussi glaciales et impitoyables que le paysage lui-même. Le local Jeff Clark l'a surfé seul pendant 15 ans avant de finalement la révéler au monde au début des années 90. Quand la nouvelle de cette vague venue du large, capable de rivaliser avec Waimea, a atteint les surfeurs, Mark a su qu'il devait être parmi les premiers à la dompter. C'était le genre de nouvelles que certains surfeurs de grosses vagues attendent pendant des années et le genre de vagues que beaucoup étaient déterminés à surfer malgré le danger. Le 22 décembre 1994, Mark a pris un vol de nuit d'Hawaï à San Francisco. La veille, ils avaient appris qu'une houle qu'on ne voit qu'une fois dans une vie frappait Mavericks. C'était sa chance. Mark, réputé pour analyser les conditions météorologiques, choisissait la houle avec soin, ce qui lui valait souvent des vagues spectaculaires. Mais en arrivant le 23, il allait été choqué de voir que la houle avait chuté rapidement dans la nuit. Les vagues tonitruantes de 15 mètres visibles la veille avaient diminué jusqu'à n'offrir plus que des faces de vagues gérables de 7,50 mètres. Ces vagues restaient énormes selon les normes, mais Mark en avait surfé de plus grandes à Waimea. Il n'était pas du genre à reculer devant n'importe quelle vague qui se présentait, alors il se prépara à surfer quand même. Pour l'accompagner dans ces conditions périlleuses, d'autres surfeurs de grosses vagues étaient là présents. Ken Bradshaw, Brock Little, Mike Parsons, ainsi que le photographe Robert Brown pour immortaliser leurs exploits. Le groupe observait les vagues menaçantes depuis le bateau qu'ils avaient affrété jusqu'à Mavericks, se préparant mentalement pour le combat à venir. Une fois engagé dans ces eaux, le retour en arrière était impossible. Mike Parsons tenta le premier sa chance, pagayant avec sa planche au-delà de la déferlante. Il luttait pour garder le contrôle alors que plusieurs vagues le frappaient de tous côtés, s'abattant sur lui avec le poids de 1000 camions. Après un combat désespéré de 21 minutes, Mike dut admettre sa défaite, laissant l'escorte en jet ski le sortir des eaux tumultueuses et le ramener vers la relative sécurité du bateau. Ken Bradshaw fut le suivant à tenter le destin, sous-estimant la férocité des courants d'arrachement qui tourbillonnaient sous la surface agitée. Son leash s'est accroché à des rochers sous-marins et il a été entraîné au fond, les vagues l'empêchant de s'échapper. Il est resté coincé sous l'eau de longues secondes avant de réussir à se libérer, secoué mais indemne. Malgré les frayeurs vécues par son ami, Mark était impatient d'affronter les géants après tant de chemins parcourus. Brock a suivi l'exemple de Mark, pagayant 1 heure plus tard lorsque la houle semblait se calmer un tout petit peu. Ils alternèrent les vagues, se défiant à réaliser des figures toujours plus audacieuses sur les grandes faces. Après 1 heure à flirter avec le danger, les amis de Mark ont décidé d'arrêter pour la journée. Pendant ce temps, Mark avait choisi ce qui semblait être une vague douce de 6 mètres pour finir sa session, loin des vagues de 15 mètres que ce surfeur expérimenté avait déjà conquises. Les autres surfeurs étaient de distraits, récupérant leur jet ski et rangeant leur équipement après leur propre combat épuisant contre la mer. Près de 90 minutes s'écouleraient avant que l'alerte ne se répande, signalant que, d'une manière ou d'une autre, Mark manquait à l'appel. Où est Mark, tu sais? Est-ce que tu as vu Mark quand tu rentrais vers le rivage ou quand tu repartais au large? Affolés, ses compagnons se sont dispersés pour chercher leur ami disparu. Après de longues minutes d'agonie, le corps de Mark a finalement réapparu 1 mile plus loin sur la côte, entraîné dans le port entouré de hautes falaises. Quand le navire des gardes-côtes a aperçu sa silhouette inerte dérivant dans les champs de varech, des mouettes poussaient des cris plaintifs au-dessus. Les amis de Mark n'arrivaient pas à croire qu'un surfeur aussi expérimenté ait pu disparaître aussi discrètement. Je suis passé moi-même de l'euphorie ultime d'avoir survécu à l'incident et à cette journée, à une tristesse profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant. Leurs rencontres précédentes avec la mort ce jour-là semblaient annoncer la tragédie à venir.
Les vagues, vues du rivage, paraissaient plus petites à cause d'une illusion d'optique. Les vagues de Maverick déferlent incroyablement près des rochers déchiquetés du rivage et du récif. Rétro-éclairé par le ciel gris terne, il était difficile de juger des conditions réelles. Mais une fois que Mark a pagayé au large, la férocité est devenue évidente. L'eau froide et puissante, en perpétuel mouvement, semblait vivante, comme si elle voulait le détruire. Mark était fatigué par le voyage, mais il a surmonté sa fatigue, déterminé à ne pas gâcher l'occasion. Il a choisi sa vague et a pagayé vigoureusement pour en égaler la vitesse. La descente sur la face de la vague semblait interminablement raide. À mi-chemin, Mark a heurté une zone de clapot inattendue, ce qui a fait déraper sa planche sous lui. Il a chuté librement sur 25 pieds et a frappé l'eau avec une claque violente qui lui a coupé le souffle. La vague a impitoyablement malmené Mark, le maintenant sous l'eau avec 3 coups écrasants consécutifs. Mark a vu des étoiles lorsque sa tête a heurté le récif dans un craquement écœurant. Mark est resté sous l'eau pendant des minutes interminables, incapable de remonter à la surface. Après ce qui sembla une éternité, l'agitation cessa enfin. Le corps inerte de Mark remonta à la surface, soutenu par la flottabilité de sa planche de surf, toujours fixée à sa cheville. En nous approchant de sa planche, nous avons réalisé qu'il était toujours attaché à celle-ci. Il flottait encore à la surface. La nouvelle de la mort choquante de Mark au désormais tristement célèbre Mavericks s'est rapidement répandue dans la communauté du surf. Comment une légende comme Mark a-t-il pu connaître la tragédie sur une vague qu'il avait déjà surfée des centaines de fois ? Le ton incrédule des reportages ce jour-là révélait le choc ressenti à la perte de l'un de leurs plus talentueux. Que Mark Fu soit dépassé par une vague modeste défiait toute logique. Y aller et le voir, c'était le seul moyen de commencer à croire que cela pouvait vraiment être réel. Je me suis agenouillé, j'ai prié, tenu Mark par le bras et la poitrine en demandant « Pourquoi ?» La cause officielle du décès ? Noyade. L'enquête sur cet accident incroyable a mené à plusieurs conclusions. L'expérience de Mark l'a peut-être rendu trop confiant. Fatigué par le voyage, bercé par la houle plus faible, Mark a choisi une trajectoire plus relâchée, sans sa précision méticuleuse habituelle. Mark a heurté un obstacle en pleine phase de vague et a été violemment projeté contre le récif acéré en contrebas après une rare erreur de calcul. Le leash reliant Mark à sa planche s'est alors accroché à des rochers déchiquetés, le piégeant sous l'eau. Coincé par des vagues successives d'écume, Mark était impuissant face à la fureur de l'océan. La disparition de cette légende a profondément marqué la communauté. Environ 600 personnes ont assisté à ses funérailles sur son spot d'attache à Waimea Bay, lui rendant hommage. Alors que les cendres de Mark étaient dispersées là où il se sentait le plus vivant, certains se sont demandé si sa devise d'accepter le prix ultime annonçait sa mort prématurée. Ou une simple vague avait-elle emporté injustement l'un des plus grands surfeurs ce jour-là ? Les surfeurs proches de Mark savaient que, malgré les risques, il se préparait méticuleusement pour réduire le risque de catastrophe. Mark poursuivait simplement sa passion lorsque le destin cruel est intervenu. La mort choquante de Mark Fu à Mavericks a également déclenché un débat intense sur la sécurité du surf de grosses vagues. Les eaux glaciales et isolées de Mavericks et son récif dangereux exigent plus d'habileté et accroissent le risque. Mark ne portait pas de gilet de flottaison, comptant seulement sur le leash de sa planche pour le ramener s'il tombait. Certains disent que le leash l'a trahi, s'en mêlant et le piégeant. Cela a suscité de vifs débats sur la fiabilité des leashs, toujours d'actualité dans le surf. Si vous avez trouvé cette histoire à la fois fascinante et bouleversante, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. J'espère vous retrouver pour la prochaine.